Imagine un film si extrême qu'il n'a pas seulement été interdit dans 50 pays, mais a aussi envoyé son réalisateur en prison, accusé de cruauté envers les animaux à l'écran, et même d'avoir tué ses acteurs. Aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires qui ont déclenché des attaques et l'incendie de cinéma. Du film qui a conduit à l'assassinat de son propre réalisateur, à celui qui a alimenté le totalitarisme allemand et donné le pouvoir au dictateur, qui allait commettre le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Interdit dans tous les pays alliés, et plus tard, en Allemagne. Aujourd'hui, dans Ciné Prime, lorsque La vie de Brian est sortie en 1979, la comédie britannique la plus irrévérencieuse de l'histoire a déclenché un incendie mondial. Monty Python se moquait de la religion, de la foi aveugle et de l'hypocrisie, racontant l'histoire de Brian, un homme ordinaire né le même jour et juste à côté de Jésus-Christ, et qui, par accident, finit confondu avec le Messie. La satire était si directe que le Vatican la condamna publiquement, la qualifiant de blasphématoire et sacrilège. En Irlande et en Norvège, elle fut immédiatement interdite. En Suède, pour se moquer de leurs voisins norvégiens, on l'a promue avec le slogan « Si drôle qu'elle est interdite en Norvège ». Aux États-Unis, des groupes religieux organisèrent des manifestations massives devant les cinémas, exigeant son retrait. Même au Royaume-Uni, plusieurs municipalités interdirent sa projection pendant des années. Mais la polémique ne fit qu'alimenter sa légende. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'un des films les plus censurés et les plus courageux. Une œuvre qui a prouvé que l'humour pouvait être aussi dangereux qu'une arme. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, Charlie Chaplin sort Le Dictateur, une satire féroce contre le régime totalitaire allemand et son dictateur, alors que le tyran lui-même était encore au pouvoir. Chaplin incarnait un gouverneur ridicule, avec la même moustache et les mêmes gestes que le Führer, ridiculisant ses discours et son idéologie. Le risque était énorme. Le film fut immédiatement interdit dans tous les pays sous contrôle nazi, y compris l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne franquiste. Même aux États-Unis, qui n'étaient pas encore entrés en guerre, il y eut des tentatives de censure par peur de provoquer le dirigeant. Chaplin fut accusé d'utiliser le cinéma comme propagande et reçut des menaces directes. Mais rien n'arrêta son message. Un plaidoyer final pour la paix et la liberté qui reste l'un des discours les plus puissants de l'histoire du cinéma. Le dictateur ne s'est pas contenté de défier un régime assassin. Il l'a humilié devant des millions de personnes, prouvant que l'humour pouvait être une arme capable de traverser frontières et dictatures. Pourtant, Chaplin avoua des années plus tard que, s'il avait su l'horreur du génocide qui allait se produire en Allemagne, il n'aurait jamais osé tourner ce film. En 1988, sort le film qui allait déclencher le plus grand scandale religieux de tous les temps. Martin Scorsese présente La dernière tentation du Christ, adaptation du roman de Nikos Kazantzakis. Le film montrait Jésus non pas comme un être divin intouchable, mais comme un homme plein de peur, de doutes et de passions humaines. Il imaginait même une vie où il renonçait à sa mission, se mariait et avait des enfants. Pour des millions de croyants, c'était un blasphème impardonnable. Le Vatican la condamna avant même sa sortie. En Grèce, en Turquie, au Chili, au Mexique et dans d'autres pays, elle fut purement et simplement interdite. Aux États-Unis, des groupes religieux organisèrent des manifestations massives et des boycotts devant les cinémas, allant jusqu'à menacer de mort Scorsese, Willem Dafoe, l'acteur incarnant Jésus, et toute l'équipe. La tension atteignit un point extrême en 1988, lorsqu'un groupe extrémiste attaqua au cocktail Molotov, une salle parisienne qui la projetait. Plusieurs blessés graves furent recensés, et un homme souffrit de brûlures sur plus de la moitié de son corps. La polémique fut si intense que de nombreuses salles retirèrent le film par crainte de représailles. Scorsese bénéficia d'une protection policière pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle reste l'une des œuvres les plus censurées et dangereuses jamais filmées. Une œuvre qui a prouvé que le cinéma, lorsqu'il défie des croyances profondes, peut provoquer des réactions aussi violentes que n'importe quel conflit réel. Lorsque Orange Mécanique arriva dans les salles en 1971, personne n'était prêt à ce que Stanley Kubrick avait créé. La violence stylisée, les abus montrés sans filtre, et ce contraste malsain entre images brutales et musique classique laissèrent critiques et spectateurs sous le choc. Au Royaume-Uni, après sa sortie,
la police signala plusieurs crimes commis en imitant des scènes du film. La presse s'attaqua à Kubrick, l'accusant de glorifier la violence. Les menaces de mort contre sa famille furent si graves que le réalisateur demanda lui-même à Warner Bros. De retirer le film de l'affiche britannique. Et il y resta interdit pendant près de 3 décennies. Dans des pays comme l'Irlande, le Brésil ou la Corée du Sud, il fut aussi censuré, et aux États-Unis, il sortit avec de lourdes coupes. Pourtant, l'interdiction ne fit qu'alimenter sa légende. Aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre qui a redéfini les limites du cinéma et prouvé que la fiction pouvait déranger plus que la réalité. Kubrick n'en reparla jamais publiquement, comme si le film lui-même avait fixé une limite, même pour lui. Orange Mécanique devint un mythe, traqué et admiré à parts égales. Son héritage reste inconfortable, car il ne s'est pas contenté de montrer la violence. Il l'a transformée en une expérience esthétique que le spectateur n'oublie jamais. Bernardo Bertolucci présenta un drame érotique qui, loin de toute sensualité conventionnelle, montrait le sexe avec une crudité qui provoqua l'un des plus grands scandales cinématographiques de l'histoire. L'histoire de Marlon Brando, un homme mûr, et d'une jeune femme entretenant une relation anonyme et sexuellement explicite, provoqua une indignation immédiate. Ce ne furent pas seulement les scènes, mais la façon crue dont elles furent filmées, sans dissimulation ni romantisme. Dans des pays comme l'Italie, le Portugal, le Chili ou la Corée du Sud, il fut interdit. Et en Espagne, il resta prohibé jusqu'aux années 80. En Italie, un tribunal alla jusqu'à ordonner la destruction de toutes les copies. Et Bertolucci fut condamné à 2 mois de prison avec sursis, en plus de perdre ses droits civiques pendant 5 ans. Des décennies plus tard, on apprit qu'une des scènes les plus controversées, la scène du beurre, n'avait pas été consentie par l'actrice Maria Schneider. Elle ne savait pas ce que Marlon Brando allait lui faire, et cela lui laissa des séquelles à vie. Cette révélation relança le débat, faisant de Dernier Tango à Paris un symbole non seulement de la censure, mais aussi des abus qui pouvaient se cacher derrière la liberté artistique de l'époque. Aujourd'hui, il reste un film inconfortable, autant rappelé pour sa valeur cinématographique que pour l'ombre sombre qui ne l'a jamais quitté. Mais Dernier Tango à Paris paraît faible face au scandale de l'Empire des Sens. Peu de films ont poussé l'érotisme à une limite aussi réelle et explicite. Inspiré d'un fait divers, survenu au Japon dans les années 30, il raconte la relation obsessionnelle et sexuellement extrême entre une ancienne geisha et son amant, où le plaisir se transforme en une spirale de contrôle et d'autodestruction. Ce qui le rendit inacceptable pour de nombreux pays, c'est que les scènes n'étaient pas simulées. Le sexe montré à l'écran était réel, chose impensable pour une sortie commerciale. Au Japon, pour éviter la censure, les négatifs furent envoyés en France pour le montage, mais le film fut tout de même interdit dans son pays, et dans une grande partie du monde, y compris aux États-Unis, au Brésil et en Argentine. Dans certains lieux, il n'était projeté que dans des circuits alternatifs et sous surveillance policière. Même des décennies plus tard, sa projection suscite encore la controverse. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre sur la passion sans limite. Pour d'autres, une provocation qui franchit la ligne de l'artistique. L'Empire des Sens n'a pas seulement franchi la frontière entre art et tabou, il l'a effacée à jamais, obligeant le spectateur à affronter les aspects les plus dérangeants de la nature humaine. Nous arrivons au film le plus interdit de l'histoire. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est Cannibal Holocaust. En 1980, Ruggero Deodato porta les cinémas d'exploitation à un point de non-retour. Tourné comme un faux documentaire, il suivait un groupe de reporters s'aventurant dans la jungle amazonienne pour filmer des tribus isolées, et qui ne revenaient jamais. Ce qui semblait être une pure fiction était si réaliste qu'après sa sortie en Italie, un juge ordonna l'arrestation de Deodato, l'accusant de meurtre. Pour prouver son innocence, le réalisateur dut amener les acteurs sur un plateau de télévision, afin de montrer qu'ils étaient encore en vie. La polémique ne s'arrêta pas là. Le film montrait des morts réelles d'animaux à l'écran, tortues, singes, un coati, ce qui provoqua un rejet massif et une censure immédiate dans plus de 50 pays, dont l'Australie, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne. Aux États-Unis, il devint un objet de culte sur le marché underground, tandis que dans d'autres régions du monde, sa simple possession pouvait vous conduire devant un tribunal. Les critiques le qualifièrent de répugnant et sans valeur artistique, tandis que d'autres le considéraient comme une dénonciation brutale du sensationnalisme médiatique. Mais la vérité, c'est que peu de films ont été aussi traqués, interdits et débattus.
Cannibal Holocaust mit à l'épreuve les limites de la fiction, poussant des millions de spectateurs à se demander jusqu'où le cinéma est prêt à aller pour choquer. Et dans l'entrée suivante, nous verrons ce qui se passe lorsque cette limite est totalement brisée. Si Cannibal Holocaust mit à l'épreuve les limites de la fiction, A Serbian Film les pulvérisa. Sorti en 2010 et réalisé par Srdjan Spasojevic, il se présentait comme une métaphore de l'oppression politique en Serbie. Mais son contenu fut si extrême qu'il éclipsa toute intention artistique. L'histoire suit un acteur de film pour adultes à la retraite, entraîné dans une production secrète pour découvrir qu'il est piégé dans un projet rempli de violences sexuelles, d'abus et de scènes si perturbantes qu'elles ne peuvent pas être décrites sans que YouTube ferme ma chaîne. Imaginez simplement la chose la plus atroce au monde, impliquant un enfant. Il fut interdit en Espagne, en Norvège, au Brésil, en Australie, en Malaisie et dans des dizaines d'autres pays. Au Royaume-Uni, même la version censurée fut coupée de plus de 4 minutes avant de pouvoir être projetée. Au Brésil, son distributeur fut arrêté et poursuivi pour contenu obscène. En Serbie, des politiciens et des groupes religieux le condamnèrent comme une honte internationale pour le pays. Le réalisateur défendit l'œuvre comme une allégorie, mais pour beaucoup, ce n'était qu'un excès de violence extrême jamais filmé auparavant. Aujourd'hui encore, c'est l'un des rares films quasiment introuvables dans sa version intégrale. Et l'un des seuls capables de faire détourner le regard, même aux spectateurs les plus aguerris. Pour certains, un chef-d'œuvre de provocation. Pour moi, une merde qui n'aurait jamais dû exister. Mais le film suivant était tout aussi extrême, sauf qu'il est sorti 40 ans plus tôt. Et son scandale alla si loin qu'il se termina par l'assassinat de son réalisateur. « 40 ans avant A Serbian Film, Pasolini créa le film le plus polémique et extrême de l'histoire. Et il y perdit la vie. Salo ou les 120 journées de Sodome, sorti en 1975, transposait le roman du marquis de Sade dans l'Italie fasciste, montrant un groupe de jeunes enlevés par 4 puissants qui les soumettent aux pires tortures imaginables pendant 120 jours. La cruauté avec laquelle Pasolini filma l'abus, l'humiliation et la violence, sans aucun répit pour le spectateur, transforma le film en une attaque frontale contre l'autorité, le pouvoir et l'hypocrisie sociale. Il fut interdit au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et dans une grande partie de l'Europe, y compris en Espagne. En Italie, les copies furent confisquées et Pasolini lui-même fut jugé pour obscénité. Peu avant la sortie, le réalisateur fut brutalement assassiné dans des circonstances jamais totalement éclaircies, faisant de Salo un mythe maudit. Pour certains, c'est l'œuvre la plus inconfortable et nécessaire jamais filmée. Pour d'autres, une expérience insoutenable qui transcende le concept de cinéma. La voir, c'est regarder droit dans les yeux de la corruption et de la dépravation humaine, et comprendre que, parfois, l'horreur véritable ne se trouve pas dans la fiction, mais chez ceux qui détiennent le pouvoir. Mais ce que vous verrez dans la dernière place va encore plus loin. Un film dont l'écho est sorti de l'écran et a contribué à déclencher le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. La dernière place n'appartient pas à la fiction, mais à un film dont l'impact réel a changé l'histoire. Le Triomphe de la volonté, sorti en 1935 et réalisé par Leni Riefenstahl, n'est pas seulement un documentaire. C'est la pièce de propagande la plus puissante jamais créée. Tourné lors du congrès du parti à Nuremberg, il transforme un rassemblement politique en un spectacle visuel éblouissant, avec des cadrages et des chorégraphies de masse semblant conçues pour hypnotiser. Riefenstahl utilisa des grues, des plans aériens et un montage impeccable pour glorifier le régime et son chef, le présentant comme une figure quasi divine. Le résultat fut si efficace qu'il devint un outil direct pour alimenter le fanatisme et consolider le pouvoir du peintre autrichien. Dans l'Allemagne de l'époque, il fut acclamé comme un chef-d'œuvre. Dans le reste du monde, il fut rapidement reconnu comme l'arme de propagande la plus dangereuse de l'histoire du cinéma. Après la Seconde Guerre mondiale, le film fut interdit en Allemagne et dans la plupart des pays alliés. Et aujourd'hui encore, il reste au centre d'un vif débat éthique. Certains l'étudient pour son innovation technique, d'autres le rejettent totalement comme un art indissociable du crime qu'il a contribué à commettre. Car le Triomphe de la volonté n'a tué directement personne, mais son influence a contribué à déclencher la plus grande horreur que l'humanité ait connue. Un rappel que le cinéma ne se contente pas de refléter l'histoire. Il peut aussi l'écrire avec du sang. Et dites-moi, certaines œuvres devraient-elles être interdites, ou l'art ne devrait-il avoir aucune limite? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager,
Pour que plus de gens connaissent sur ces histoires, on se retrouve dans la prochaine vidéo.